Quand on a 30 kilos de trop, c'est sûr qu'à un moment donné, on va tomber malade. La graisse abdominale profonde, elle est dans le ventre, en profondeur, et elle entoure tous les viscères, y compris le cœur. C'est ce qu'on appelle la graisse péricardique. La graisse peut aussi se loger dans le foie. C'est ce qu'on appelle le fameux foie gras, qui au bout du compte peut les intoxiquer et favoriser l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Alors là, la prise de poids, elle est très rapide quand on dort pas assez. Le cerveau, qui est en manque de sommeil, eh bien, il agit sur ton comportement alimentaire. Inconsciemment, ton corps assimile cette fatigue à une possible hypoglycémie. Et il te pousse à aller chercher le sucre pour retrouver cette énergie qui te manque. Je trouve que les médecins ne considèrent pas assez le sommeil. C'est pas normal de se réveiller fatigué. Donc, faut vraiment prendre soin de son cerveau. Mais je mets en garde le jeûne intermittent à partir de 50 ans avec le risque de carence protéique et d'accélération de la fonte musculaire. Donc voilà la raison pour laquelle la ménopause, ça fait grossir les femmes. Il faut avoir la mentalité de la personne active. Chercher l'occasion toute la journée de bouger. Il faut se faire violence. C'est vrai. C'est une discipline, c'est un effort à faire. Et quand on est fatigué, on n'a pas envie de le faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour changer ses comportements. Le corps a des capacités de pardonner et de s'adapter qui sont phénoménales. C'est ce que je dis à mes patients, c'est votre rendez-vous avec vous-même. 80% d'entre vous ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Avez-vous peur de l'engagement ? Avez-vous une autre chaîne préférée de santé que la nôtre ? Plus sérieusement, abonnez-vous. Raph et moi, on se donne à 100% pour vous inviter les meilleurs experts et vous donner le meilleur contenu possible. Alors, abonnez-vous pour nous donner une meilleure visibilité et pour donner encore plus envie aux experts de venir sur notre chaîne. Merci encore. C'est parti pour l'interview. Est-ce qu'après 50 ans, Laurence, il est toujours possible de perdre du poids ou bien c'est le moment de se résigner ? Finalement, ça serait trop tard. Non, il faut pas se résigner. Il est toujours possible de maigrir, même après 50 ans. Alors certes, c'est plus difficile. Parce qu'il faut lutter contre la tendance physiologique du corps humain qui veut que, au fil des années, on perd un peu de muscle et on stocke beaucoup plus facilement le gras. Mais rien n'est jamais impossible. À partir du moment où on adopte les bons comportements, on va arriver à perdre ce poids. Si tu me parles de bons comportements, ça veut aussi dire qu'a priori, il y a des mauvais comportements. Donc ça, plus tard dans la vidéo, on verra les 3 erreurs et tu nous partageras les 3 erreurs, toi, que tu rencontres le plus souvent chez les personnes qui veulent perdre du poids après 50 ans. Mais d'abord, je te propose de te présenter. Alors, je suis le docteur Laurence Plumet, je suis praticien hospitalier à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, où je travaille spécifiquement dans le service de prise en charge des personnes en situation d'obésité. Mais vraiment, obésité parfois très morbide. On a des patients qui peuvent peser entre 150 et 200 kilos. Donc, qui ont beaucoup de comorbidités associées, hypertension, diabète, problèmes de cholestérol, apnée du sommeil, foie gras, etc. Donc, il y a une grosse prise en charge médicale et nutritionnelle à faire, voire même de la chirurgie bariatrique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon travail de spécialiste dans le domaine du surpoids et de l'obésité. Bon, par ailleurs, j'ai créé une école qui s'appelle EPM Nutrition, et je donne des cours en nutrition bien sûr, mais également en absothérapie, qui est une formation et un nouveau métier que j'ai lancé il y a maintenant 5 ans, le métier de napsothérapeute, qui est accessible aux professionnels de santé, mais aussi aux non-professionnels de santé, moyennant certaines conditions. Et donc, c'est un métier de prévention. C'est-à-dire que le napsothérapeute, c'est quelqu'un qui intervient en prévention primaire, c'est-à-dire qui va corriger les comportements des gens dans le domaine du sommeil, de l'activité physique et de la nutrition pour les aider à être et à rester en bonne santé. Et puis, j'adore écrire aussi. Donc, je sors un livre à peu près tous les 2 ou 3 ans. Donc, j'en ai pas mal à mon actif, toujours aux éditions Erol. Alors, j'ai des petits chouchous, évidemment. Là, celui-là. Ah, chouchou, ça, non ? c'est mon petit chouchou. Moi, c'est là. mon chouchou aussi. Voilà, le monde merveilleux du gras. Effectivement. Qui, malheureusement pour lui, est sorti juste avant le confinement. Donc, il s'est trouvé dans les librairies quand tout le monde était confiné. Donc, il aurait pu avoir un succès bien supérieur à celui-là, mais il est jamais trop tard pour bien faire, parce que c'est vraiment un livre unique. Il est très pertinent parce que dedans, on apprend plein de choses qu'on n'entend pas ailleurs sur le fonctionnement de la graisse, parce que plein de gens pensent que finalement cette graisse, elle est inerte, qu'elle est là et qu'elle a aucune conséquence dans le corps si ce n'est le poids qu'elle représente. Et en fait, c'est pas vrai. Toi, tu expliques que ça a plein de conséquences, que suivant la localisation, c'est plus ou moins grave. De toute façon, on va en parler, je pense, dans cette vidéo. C'est plus ou moins grave, que si on veut se séparer de telle graisse ou de telle graisse, faut peut-être pas faire la même chose, que en fonction des âges de la vie, cette graisse, elle bouge encore. Donc, mais on va parler de la graisse un petit peu plus tard. Effectivement, livre très intéressant. Tu nous disais tout à l'heure, en tout début, quand on a commencé,
qu'il y avait certaines spécificités pour perdre du poids après 50 ans et avant 50 ans. Est-ce que déjà, si on revient à la base, pourquoi est-ce qu'on grossit en vieillissant ? Est-ce que c'est inéluctable ou est-ce que c'est lié à des raisons physiologiques ? Et voilà, explique-nous un petit peu. En fait, tout est fait dans la vie pour qu'on prenne du poids avec les années. Pourquoi ? D'abord parce que tous les organes vieillissent en même temps que nous, évidemment. Donc le cerveau aussi change un peu de fonctionnement et très souvent les troubles du sommeil arrivent avec des gens qui ont des sommeils fractionnés ou alors qui, à tort, se couchent beaucoup trop tard, surtout à partir de la retraite, parce qu'ils se disent j'ai plus l'obligation de me lever tous les matins, je peux donc me coucher tard et je me réveillerai plus tard. Donc ça désynchronise complètement le cerveau et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Quand il y a des troubles du sommeil, il y a de la prise de poids et j'expliquerai pourquoi. Ensuite, l'activité physique. Il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui se disent allez, je commence peut-être à avoir des problèmes de santé, je vois que la tension commence à monter un peu, mon médecin m'a dit vous êtes limite, et donc ils décident de se prendre en main et d'augmenter leur niveau d'activité physique. Ça c'est super. Ils se mettent à marcher tous les jours, à faire un petit peu plus de sport dans la semaine. Donc ça, ce sont des comportements positifs. Mais il y a aussi les personnes qui se laissent un petit peu aller au fil du temps et qui bougent de moins en moins. Ce d'autant que la masse musculaire a tendance à baisser avec le temps. Les muscles vieillissent et donc ils diminuent en volume. Or, plus la masse musculaire diminue, moins la chaudière fonctionne dans le corps humain, parce que c'est le muscle qui dégage de la chaleur. Donc quand on en a moins, d'ailleurs les gens le sentent, ils ont souvent froid, ça c'est un signe qu'on a perdu du muscle. C'est vrai que les personnes âgées ont souvent froid. Mais absolument, parce qu'elles ont perdu beaucoup de muscles. On peut avoir perdu 30 à 40% de sa masse musculaire en l'espace de 30 ans. C'est quand même énorme, surtout les quadriceps, qui, comme vous le savez, sont la masse musculaire la plus importante du corps humain. Et dès lors qu'on perd ces muscles-là, parce que c'est un groupe de muscles au niveau des cuisses, les gens sont plus faibles et donc bougent moins. Donc le fait de perdre du muscle physiologiquement fait que les gens bougent moins aussi. Et donc non seulement la chaudière fonctionne moins, mais en plus de ça, il y a une diminution de l'activité physique. Donc vous voyez déjà deux facteurs invitant à la prise de poids. Trouble du sommeil, baisse de l'activité physique. Après, l'alimentation, elle n'est pas censée être modifiée au fil du temps finalement. Je dirais même que c'est plutôt le contraire, parce qu'on voit que les seniors en général prennent conscience de l'importance de bien manger. Plus on avance en âge, plus on a quand même envie de prendre soin de son corps et de bien se nourrir. Donc ils commencent à fréquenter les marchés le week-end, à faire un petit peu plus de cuisine, à réintroduire les légumes dans leur alimentation. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite de faire. Donc là, je dirais que c'est le moindre problème qui puisse arriver, l'alimentation. Voilà, donc il y en a quand même deux, il y a deux gros problèmes, le sommeil, la baisse d'activité physique et une alimentation qui, si elle n'est pas correcte, c'est-à-dire trop grasse et trop sucrée, va amplifier encore plus le problème de poids. Tu nous as dit que toi, tu te rendais compte qu'après 50 ans, il y avait un peu une prise de conscience avec des gens qui faisaient plus attention à leur activité physique, qui faisaient plus attention à ce qu'ils mangeaient, qui allaient peut-être au marché pour acheter des bons produits, etc. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a cette prise de conscience ? Est-ce que tu penses que c'est parce que finalement ces gens-là ont peut-être un peu plus de temps, peut-être que les enfants sont un peu plus grands, qu'ils sont plus avancés au niveau travail, voire peut-être même à la retraite, et donc il y a du temps disponible ? Ou est-ce que tu penses que, en vieillissant quand même, on se rend compte qu'il y a peut-être un jour où ça va s'arrêter, qu'on a envie que ça s'arrête de la meilleure des façons, et que moi je suis très heureux par le biais de toute cette sensibilisation que tu fais, qu'on est plein à faire, les gens se rendent compte que la façon dont va se passer la fin de leur vie, elle est aussi déterminée par les actions qu'ils vont mettre en place tout au long de leur vie. Tout à fait. Et ça, c'est très important. Et je pense que c'est un message qui commence à passer de plus en plus. Et si on fait les bonnes actions, on a une véritable action. Et en fait, il n'est jamais trop tard. Tout à fait. Tout à fait. Alors, tu as donné quelques exemples. Entre autres, la disponibilité. C'est vrai qu'en général, les enfants sont partis. Et donc, on se retrouve en couple ou seul. Chacun a des vies différentes. Et donc, en principe, on a plus de temps pour s'occuper de soi. Tu as parlé de la retraite, pourquoi pas, il peut y avoir des retraites anticipées ou des retraites classiques, mais c'est vrai que le moment de la retraite, alors je vois de tout dans le domaine de la retraite. Je vois des personnes qui tout d'un coup se mettent à faire du sport, elles n'en ont jamais fait de leur vie, de la course même, faut y aller évidemment mollo et très progressivement, mais qui se découvrent une passion pour le fait d'être dans le mouvement.
Voilà. Alors le sommeil, ça c'est le plus délicat parce qu'honnêtement, on a vite tendance à se dire, je suis pas obligée de me lever à 7h du matin pour aller travailler, donc je peux me coucher à n'importe quelle heure. Et ça, je voudrais dénoncer à quel point c'est dangereux pour la santé, cette dérive. On peut se coucher une demi-heure ou 1 heure plus tard si on veut, mais pas à 2h du matin toutes les nuits en se disant, je m'en fous, j'ai mes 8 heures de sommeil. Non, ça fonctionne pas comme ça un cerveau. Et sur le plan de la nutrition, c'est vrai que là, il peut y avoir une prise de conscience. Et souvent, elle vient du médecin, parce que il faut souhaiter à ces personnes de faire leur bilan médical 1 fois par an. Donc, examen clinique, prise de sang, et donc le médecin regarde tout. La glycémie, le cholestérol, il mesure la pression artérielle. Bon, et donc, c'est vrai qu'au fil du temps, les problèmes de santé sont quand même assez courants. Bon, et donc là, ça peut être un déclic. De se dire, ouh là, il me dit que si je continue comme ça, je vais devenir diabétique. Le spectre de l'insuline, surtout pas, je veux pas devenir diabétique. Le spectre du cholestérol et de l'infarctus 20 ans après, surtout pas. Je veux profiter de la vie le plus longtemps possible. Donc, il y a tous ces déclics en fait qui sont, chacun a un déclic différent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est jamais trop tard pour bien faire. On peut avoir été sédentaire quasiment toute sa vie et se mettre à augmenter son activité physique et faire du sport après 50 ans, ça n'en sera que mieux. Il n'est jamais trop tard pour changer ses comportements. Voilà, le corps a des capacités de pardonner et de s'adapter qui sont phénoménales. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et ça, c'est très important. Il n'est jamais trop tard. On peut toujours faire des choses et changer la situation. Ça, c'est sûr. Moi, je vois avec des patients de 80, 90 ans qui ont, avec des exercices, on arrive à faire en sorte qu'ils marchent mieux, qu'ils se lèvent mieux d'une chaise, qu'ils aient plus d'équilibre, donc moins de risque de chute. Bien sûr, la marge de progression à 90 ans, c'est pas la même qu'à 60. Bon, ça, tout le monde s'en doute, mais il y a toujours un gain. Absolument. Mais aussi, ce qu'on voit dans les études scientifiques, c'est que même des gens qui ont, par exemple, fait de l'activité physique pendant une période donnée, pendant 5 ans, pendant 10 ans, et qu'après ont arrêté, il y a quand même un bénéfice qui perdure sur leur santé à long terme. Tout à fait. Donc finalement, il y a des gens qui se disent, oui, mais je vais pas pouvoir tenir, ou c'est pas tenable, mais... Et donc ils se lancent pas, en fait ça c'est une erreur. Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire et dans ma patientèle hospitalière, je constate effectivement que quand une personne souffre d'obésité mais qu'elle a été un ou une ancienne sportive, elle a beaucoup moins de complications métaboliques et cardiovasculaires qu'une personne qui pourrait avoir le même niveau d'obésité, mais qui a toujours été sédentaire. Voilà. Alors, même si la personne obèse a arrêté de faire du sport, mais qu'elle en a fait pendant très longtemps, eh bien, elle en garde des bénéfices. Bien sûr. Après 50 ans, il y a quand même des changements physiologiques assez importants, notamment au niveau hormonal, qui, je pense, tu vas me dire, ont une conséquence avec le poids, ont un lien avec le poids. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, peut-être faire la différence homme-femme, surtout parler de la femme, je pense, mais je te laisse décider. Ben oui, en fait, parce que la femme est plus concernée que l'homme, parce que la ménopause. Les hommes sont beaucoup moins touchés par la prise de poids liée à l'andropause que les femmes. Voilà. Donc la ménopause chez la femme, ça se traduit par une carence estrogénique, finalement, puisque les ovaires arrêtent de fonctionner, il y a plus d'ovulation, il y a plus de synthèse d'estrogène et de progestérone, et donc l'équilibre hormonal dans le corps humain pour les femmes qui ne sont pas sous traitement hormonal substitutif, parce que ça aurait pu être décidé par le gynécologue si par exemple la femme vit très mal sa ménopause, grosse bouffée de chaleur, troubles de la sexualité et autres, ou début d'ostéoporose, et le gynécologue peut à ce moment-là décider de donner un traitement hormonal substitutif. Mais hormis ces femmes-là, donc celles qui n'ont pas ce traitement hormonal, se trouvent avec un bilan hormonal perturbé. Donc, dans notre corps, nous avons toujours un équilibre entre estrogène, progestérone, hormone sexuelle féminine, et testostérone. Les femmes fabriquent de la testostérone aussi. Oui. Voilà. Bien sûr, ça, il faut le savoir. Moins que vous, mais on en fabrique un peu quand même. Et donc, quand nous arrêtons la sécrétion d'estrogène et de progestérone, du coup, la testostérone va se trouver en position dominante relative. Son effet n'est plus contrebalancé par les hormones sexuelles féminines.
Du coup, cette testostérone va être particulièrement efficace au niveau des adipocytes de la graisse abdominale profonde qui ont des récepteurs à la testostérone. C'est pour ça que quand les hommes grossissent, ils grossissent plus du ventre, du haut du ventre, donc toute la graisse périviscérale, la mauvaise graisse, ça repousse leur graisse abdominale. C'est pour ça que j'appelle ça les ventres durs, puisqu'on a la graisse dessous et les abdominaux devant. Alors que chez la femme, il y a beaucoup moins, quand elle prend du poids, il y a beaucoup moins de développement de la graisse abdominale avant la ménopause et plus de la graisse sous-cutanée dans le bas-ventre, c'est le fameux bourrelet, et au niveau des cuisses également. Bon, c'est ce qu'on appelle la forme un peu gynoïde de la femme. Mais quand elle entre en ménopause, à ce moment-là, elle se retrouve avec un statut hormonal proche de celui d'un homme, c'est-à-dire en dominance de testostérone. Du coup, elle va prendre du gras, mais cette fois-ci au niveau du ventre supérieur, donc de la graisse abdominale profonde. Et cette femme est effarée parce que ça va très vite en fait. À partir de 50 ans, en l'espace de 2-3 ans, une femme peut prendre du ventre, voilà, plus la petite bouée qu'elle avait avant. Donc ça fait un ventre qui peut devenir assez proéminent avec tout son cortège de maladies métaboliques et cardiovasculaires parce que c'est de la mauvaise graisse. Voilà. Donc voilà la raison pour laquelle la ménopause, ça fait grossir les femmes. T'as dit plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Déjà, moi, ce que je me rends compte, c'est à quel point les femmes vivent mal cette apparition de la graisse au niveau du ventre. À quel point, plein de choses, en fait, elles n'étaient pas au courant que ça allait arriver. Donc c'est pour ça que je pense que ton discours, il est très important. Elles sont surprises, et bien sûr, elles sont surprises dans le mauvais sens et elles le vivent souvent très mal. Oui, tout à fait. C'est quasiment physiologique. Après, bon, il y a les femmes qui prennent un petit peu de ventre, ça sera 2-3 kilos. En tout cas, moins de 5 kilos. Et puis, il y a les femmes qui vont prendre beaucoup plus. Parce que à ces 5 kilos, disons, physiologiques, vont s'ajouter tous les autres kilos liés à des dérives comportementales. Ce que t'as sur dit le avant, sommeil, sur l'activité physique et sur l'alimentation. Et la baisse du métabolisme, et le fait de moins bouger, et tout ça, ça fait un cocktail qui est assez redoutable. Ah, tout à fait. Donc, on peut avoir des femmes qui, à partir de 50 ans, je dirais qu'il faut un petit décalage quand même dans ce cas-là, à partir de 50, 60, et bim. D'ailleurs, quand on regarde la proportion de personnes souffrant d'obésité en France, on s'aperçoit que, alors bien sûr, on sait actuellement que ça représente à peu près une personne sur 5, sur 6 en France. 18 millions de personnes en France qui souffrent d'obésité. Peut-être pas autant. Ce que j'ai entendu hier d'un professeur en nutrition. Oui, mais enfin c'est effarant quoi. C'est effarant. Et donc cette obésité, on s'aperçoit qu'elle est surtout présente chez les femmes passées la cinquantaine, soixantaine. Voilà. Donc l'obésité touche beaucoup effectivement les personnes de plus de 50 ans et particulièrement les femmes. Tu nous as parlé de cette graisse qui était mauvaise au niveau viscéral. Est-ce que tu peux me parler de la différence avec la graisse qu'on peut retrouver chez les femmes souvent au niveau des fesses, au niveau des hanches? Oui. Est-ce que celle-là elle est mauvaise? Et pourquoi finalement quand elle migre ou quand elle se retrouve au niveau viscéral, pourquoi est-ce qu'elle est dangereuse pour le corps? Parce qu'en fait la constitution anatomique de ces différentes formes de graisse n'est pas la même. En fait, par exemple, prenons le cas de la cellulite. Bon, c'est de la graisse au niveau des cuisses, mais qui est fibrosée. C'est-à-dire que les adipocytes sont petits et sont entourés de fibres. Donc, ils sont très peu en connexion avec la circulation sanguine. Et donc, quand on fait un régime, ils sont assez peu accessibles à la restriction calorique. Donc, la cellulite, on peut en avoir 2 origines. Première origine, la génétique. Surtout les femmes du bassin méditerranéen, on sait que très souvent, elles ont la taille fine, le ventre plat, mais par contre, des cuisses assez volumineuses et un bassin assez large, avec des fesses un petit peu développées aussi. Il y a des constitutions comme ça, génétiques, anatomiques, contre lesquelles on peut pas faire grand-chose, c'est comme ça. Et d'ailleurs, ces femmes ont souvent moins de problèmes à l'accouchement que les femmes qui sont toutes fines avec des bassins étroits et plutôt minces, voire maigres. Donc il y a quand même des bénéfices. Alors pourquoi d'ailleurs il y a un lien entre les facilités d'accouchement, la grossesse et cette graisse en bas? C'est que cette graisse, elle sert de réserve énergétique pour alimenter les besoins caloriques de la grossesse et de l'allaitement. Donc c'est pour ça que génétiquement, les femmes ont toujours un peu plus de fesses et un petit peu plus de cuisses, grassouillettes, que les hommes, parce que ça a un lien avec la survie de l'espèce et les besoins énergétiques de la grossesse et de l'allaitement.
Bon, donc c'est une graisse qui est assez inerte, qui est assez résistante à la restriction calorique. C'est une graisse qui est pas esthétique, très souvent les femmes en souffrent, mais en revanche qui est accessible aux actions mécaniques. C'est-à-dire que à force de massage ou de drainage lymphatique, on peut arriver, ou avec l'endermologie, on peut arriver à casser un peu cette fibrose et à rétablir la circulation sanguine. Donc ça, ce sont des techniques qui sont plutôt assez efficaces. La natation aussi, c'est un très bon sport, puisqu'on fait énormément travailler les jambes et l'eau masse en même temps les cuisses, donc ça contribue quand même à affiner les cuisses. Donc voilà pour cette graisse qui est assez inerte, qui a un rôle physiologique, certes, mais qu'on peut arriver à faire maigrir malgré tout grâce à des techniques surtout mécaniques. L'inconvénient n'est pas qu'esthétique, puisque cette graisse peut aussi comprimer le retour veineux, et on a souvent des femmes qui ont de la rétention d'eau au niveau des jambes quand c'est le cas, parce qu'il y a un mauvais retour veineux qui se fait. Donc raison de plus d'utiliser soit des petites tisanes diurétiques, certainement pas des diurétiques Lasix et compagnie, pas des médicaments, mais des tisanes diurétiques à base de queue de cerise ou des petites choses, fenouil des prés. Enfin, en phytothérapie, il y a pas mal de choses qui existent dans ce domaine. Ça permet déjà un petit peu de traiter ce problème de rétention d'eau, et puis ne pas faire d'erreur, genre pas porter de talons hauts, parce que à chaque fois qu'on fait travailler le pied, on active le retour veineux. Donc ça, c'est bon pour la circulation sanguine. Et donc, juste pour que ça soit bien clair, quand on a le pied à plat, justement, ça vient beaucoup plus travailler le pied, pour reprendre ton expression, et chasser tout ce sang qu'on a au niveau de la plante des pieds, et ça améliore le retour veineux. Bien sûr, parce que quand le pied est à plat et qu'il doit se courber pour la marche, eh bien, on active les muscles des mollets. Et quand les muscles des mollets travaillent, ils massent les veines et ça favorise le retour veineux. Donc il y a ça, il y a aussi le fait de, attention quand on porte des robes ou des jupes, à ne pas mettre des vêtements trop serrés. Bon, déjà, on n'est pas très bien parce qu'il y a une rétention de gaz, on est gonflé, ballonné, mais en plus de ça, ça diminue le retour veineux. Et puis, si on s'aperçoit qu'on a les jambes un petit peu gonflées, on peut aussi dormir avec un petit coussin de façon à les incliner. Bon, voilà tout ce qu'il faut savoir. Et puis, sédentarité aussi, faut bouger, on essaie de rester pas trop assis, etc. Mais bien sûr, on revient toujours sur les mêmes choses. Plus des petits massages pour se faire plaisir, voire du drainage lymphatique, qui est un massage en profondeur. Donc ça, c'est très bien. Alors maintenant, cette graisse abdominale, la graisse que l'on a au niveau du ventre, il y a d'une part la bedaine, la bouée, voilà, qui est une graisse malgré tout assez superficielle, qui est peut-être pas très jolie, mais elle est pas méchante en fait. Elle est pas méchante. Et je vous dirais que quasiment tout le monde a une petite bouée au fil du temps. Même les personnes qui sont obèses et qu'on opère en chirurgie bariatrique, donc qui perdent 40, 50 kilos en un an, ils gardent encore leur petite bedaine, c'est dire. Donc ils ont perdu toute leur graisse abdominale profonde, mais ils ont gardé cette petite bedaine. Donc c'est dire que elle est pas méchante, mais en revanche, c'est la première à arriver, mais c'est la dernière à partir. Donc évidemment, quand ils ont ce qu'on appelle un tablier abdominal, c'est-à-dire tout le ventre qui tombe, évidemment il y a des relâchements au niveau de la peau. Eh bien, on les opère, c'est de la chirurgie esthétique, réparatrice, et on enlève toute cette graisse superficielle et ils se retrouvent avec un ventre plat. Donc ça, c'est pour la petite bedaine. Pas méchante, première arrivée, dernière partie. La graisse abdominale profonde, elle est dans le ventre, en profondeur, et elle entoure tous les viscères, y compris le cœur. C'est ce qu'on appelle la graisse péricardique, c'est-à-dire que le péricarde, c'est l'enveloppe qui entoure le cœur, et donc ça peut se retrouver engorgé de graisse, ce qui peut compromettre finalement le fonctionnement du cœur et conduire à de l'insuffisance cardiaque ou des troubles du rythme. Bon, la graisse peut aussi se loger dans le foie, c'est ce qu'on appelle le fameux foie gras, la stéatose hépatique. Donc au début, le foie il est gentil, il s'en accommode, le bilan hépatique est normal, puis si on laisse les années passer, on dit oh c'est pas grave, ils en rigolent plutôt en disant oh je fais du foie gras, bon, ça sera bien pour Noël. Bon, mais au fil du temps, à un moment donné, le foie va pas du tout apprécier et le bilan hépatique va commencer à se perturber dans le mauvais sens. Et attention, parce que si on attend encore, on va passer au stade de la cirrhose, où là, l'inflammation va laisser place à la fibrose. Et là, c'est une étape irréversible que l'on peut, nous, médecins, essayer de stabiliser, mais qui, au bout du compte, peut donner un cancer du foie.
Donc les 2 premières étapes, simple foie gras, fonctionnement hépatique normal, c'est bon, c'est réversible et ça réagit assez bien à la perte de poids, à un bon sommeil et à de l'activité physique. Deuxième étape, foie gras, bilan hépatique perturbé. Attention, il est urgent de faire quelque chose et entre autres de maigrir et de bouger. Mais par contre pour la cirrhose, on peut plus revenir en arrière. Donc là, on est vraiment confronté à un problème médical qu'on va essayer de stabiliser. C'est le problème de toutes ces pathologies métaboliques, c'est que pendant très longtemps, ça passe un peu inaperçu, ou au bout d'un moment, on a le médecin qui nous dit bon, faut faire un peu attention, mais finalement, dans la vie de tous les jours, notre vie est exactement la même. Oui. Donc finalement, on n'a peut-être pas tellement envie de faire attention, ou en tout cas, on comprend pas l'intérêt. Oui. Et en fait, le problème, c'est que quand il commence à véritablement y avoir un retentissement, qu'on sent quelque chose, souvent, il est trop tard. Ah oui. Alors, trop tard, n'exagérons pas, Non, parce mais qu'on en a tout tous cas, les médicaments qu'il faut pour stabiliser. Et puis, on aurait eu une bien meilleure action si on avait commencé plus tôt. Voilà. C'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs une absothérapie, pour éviter d'en arriver aux pathologies. Vous voyez, parce que si on avait corrigé les comportements avant, on n'en serait pas arrivé au stade de la pathologie. Et c'est vrai que avoir une glycémie qui monte peu à peu, même sans être forcément diabétique, on ne le sent pas. Avoir un taux de mauvais cholestérol qui monte un peu, on ne le sent absolument pas. Avoir une tension artérielle qui monte un peu, on le sent pas non plus. Bon, on peut se sentir un peu fatigué, on peut avoir des maux de tête, mais très souvent les gens négligent les maux de tête ou les vertiges en se disant je dois être un peu fatigué, ça passera et hop, un petit Doliprane. Eh bien non, c'est pour ça qu'il faut faire son check-up médical, la stéatose. Personne ne s'en rend compte. Voilà. Donc, il faut faire son check-up médical tous les ans. Donc, la prise de sang et la stéatose, c'est une échographie du foie, c'est comme ça qu'on se rend compte? Oui, alors la stéatose, on la diagnostique par une échographie abdominale. Moi, je suis assez interventionniste. Donc, c'est facile. Et je la prescris c'est assez, facile, voilà. C'est pas cher, c'est remboursé. Mais exactement. Mais c'est même pas cher pour la sécurité sociale. C'est pas du tout un examen invasif. Il n'y a pas d'irradiation du tout. Donc, moi, je prescris régulièrement à tous mes patients, quels qu'ils soient, tous les ans un bilan sanguin complet, plus une échographie abdominale pour voir l'état du foie, entre autres, mais aussi des autres organes. C'est toujours bon, quoi. Si on peut dépister des choses à l'avance, c'est mieux. Voilà. Et le sommeil aussi. Ok. Parce qu'on en parlera tout à l'heure. Mais en revanche, les troubles du sommeil, dans la majorité des cas, les personnes sentent qu'il y a quelque chose qui va pas. Elles se réveillent fatiguées, sont de plus en plus fatiguées dans la journée. Il y a le conjoint dans le lit qui dit reprends ta respiration. Fais du bruit. Voilà. Et donc là, il faut très souvent étudier le sommeil parce que les troubles sont très fréquents. Juste un petit peu sur la graisse avant qu'on passe à autre chose. On a parlé donc de ces différents types de graisse, le retentissement, la localisation, t'as bien détaillé. Est-ce qu'on élimine plutôt telle graisse ou telle autre graisse avec de la même façon, ou est-ce que suivant si on joue plutôt sur l'activité physique, sur l'alimentation, on va pouvoir cibler telle graisse ou une autre graisse? Tu sais, quand on maigrit un peu de tout. D'ailleurs, j'ai pas parlé de la graisse des seins. Je suis désolée, messieurs, mais la poitrine, elle est essentiellement constituée de gras. Et quand les femmes maigrissent, elles perdent de la poitrine. Mais elles perdent un peu de tout. Elles constatent qu'elles ont perdu du ventre, qu'elles rentrent dans leurs pantalons qu'elles ne pouvaient plus mettre depuis longtemps. Elles constatent qu'elles ont perdu des fesses, qu'elles ont perdu un peu des cuisses. Donc quand même, on perd un peu de partout. Voilà. Ok. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'aussi, ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est que l'activité physique a tendance un peu à cibler plus cette graisse viscérale. Mais de toute façon, comme on va avoir une prise en charge qui est globale avec l'alimentation, avec l'activité physique, avec le sommeil, etc., au final, on se retrouve à jouer effectivement sur toutes les graisses. Si on parle, allez, un petit peu nutrition. Après 50 ans, toi, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un en surpoids de manger mieux, de moins manger? Déjà, si on parle là-dessus, comment est-ce que tu mettrais ça en place? Bon, alors manger mieux, tu as dit le mot magique. Manger mieux. Certainement. Et pas moins. Oui. Alors, manger mieux et pas trop moins. Ou pas beaucoup moins. C'est plus français quand même. Bon. Pourquoi? Pas parce que j'entends beaucoup parler autour de moi, effectivement, du jeûne intermittent, du fait de sauter des repas, du fait de faire des régimes restrictifs. Il est fréquent que dans ma patientèle, j'ai des femmes qui sont hyper pressées de maigrir et qui préfèrent en baver, entre guillemets, pendant 2 mois, mais pour perdre 8 kilos, plutôt que d'avoir la sagesse de changer durablement les comportements et d'accepter de perdre 1 ou 2 kilos par mois, mais avec des comportements qui sont potentiellement durables
Et donc, c'est parti sur 1 an, sur 2 ans. Et elles sont heureuses, elles sont en bonne santé, elles se sentent mieux, elles dorment mieux, elles bougent plus, elles mangent mieux, elles n'ont pas de carence. Le problème là-dessus, c'est qu'il y a une vraie méconnaissance, parce que déjà, la personne qui a pris du poids, c'était lié à son mode de vie. Donc si après elle adopte un autre mode de vie qui lui permet de perdre les 10 kilos qu'elle voulait, très bien. Mais si après elle revient à son mode de vie antérieur, elle va reprendre le poids comme ça s'est passé avant. Oui, bien sûr. Mais je trouve que il y a quand même une énorme méconnaissance. C'est vrai que c'est dommage, donc c'est important qu'on fasse ces communications-là. Mais par définition, en fait, ça partait mal avant même d'avoir commencé la perte de poids, de se dire je fais une mission commando que j'arrêterai. En fait, l'échec, il était déjà écrit. En fait, les gens pensent qu'en maigrissant, ils ne perdent que du gras. Mais on s'aperçoit que plus on maigrit vite avec des régimes restrictifs, plus on perd de muscles. Par exemple, une personne qui perd 8 kilos en 2 mois, sur ces 8 kilos, elle va perdre à peu près 5 kilos de gras et 3 kilos de muscles. Et ça, c'est surtout pas ce qu'on veut. Parce que j'ai bien expliqué qu'à partir de 50 ans, on perdait du muscle. Donc, ce qui va se passer, si la femme se lance dans un régime sévère, elle veut faire le jeûne intermittent, elle veut jeûner 2 jours par semaine, elle veut se serrer la ceinture, faire du cétogène et autres, elle va être très contente de voir qu'elle perd du poids, bien sûr, sans se rendre compte qu'elle perd du muscle aussi. Et comme ce sont des régimes qui ne sont pas suivables longtemps, quand elle va arrêter, elle aura perdu du muscle. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le niveau des dépenses caloriques va baisser. La chaudière dont tu as parlé tout à l'heure va baisser. Donc, elle aura baissé à la fin de son régime, elle aura baissé son métabolisme de base. Donc, elle se remet à manger comme avant, comme tu le disais, elle reprend ses mauvaises habitudes parce qu'elle a craqué. Voilà, la plupart des gens craquent. Plus les régimes sont sévères, plus les gens craquent. Ça entraîne des frustrations majeures, de la fatigue par carence, de la fonte musculaire. Donc, à un moment donné, ils sont tellement fatigués et frustrés qu'ils arrêtent. Donc, ils vont se remettre à manger. Mais comme au passage, ils ont abaissé leur métabolisme de base, ils brûlent moins de calories, ils en mangent plus, donc ils reprennent très vite tous les kilos qu'ils ont perdus, voire même plus. Alors ça, c'est un artefact qu'ils connaissent, mais depuis longtemps. Parce que les personnes qui sont en situation d'obésité, toute leur vie, elles ont fait des régimes. À chaque fois, elles y ont cru. Elles se sont dit « Ah, c'est le dernier régime à la mode. Grâce à ça, je vais enfin pouvoir arriver à maigrir. » Donc, tous les ans, ces personnes faisaient des régimes. Et elles se sont bien rendues compte que je perds, mais je reprends. Et je reprends plus. Mais elles peuvent pas s'empêcher, parce qu'elles ont trop envie de maigrir, elles peuvent pas s'empêcher de se dire « Ah, et cette fois-ci, si j'avais trouvé le bon régime qui me convient. » Donc là, on arrête ces bêtises. Plus on avance en année, moins il faut attaquer le muscle. Il faut au contraire le développer. Donc il faut arrêter de manger moins parce qu'on attaque ses muscles et qu'on se carence et qu'on se fatigue. Il faut au contraire bouger plus. Donc augmenter ses dépenses caloriques et donc développer sa masse musculaire, lutter contre l'évolution physiologique liée aux années. Manger correctement, équilibré, j'expliquerai comment, surtout pas faire de régime parce qu'on va attaquer le muscle. Donc il vaut mieux bouger plus et manger plus et mieux plutôt que de manger moins et de bouger toujours aussi peu parce qu'on est fatigué. Bien sûr. Voilà. Du coup, ce que tu nous as dit, c'est qu'il fallait essayer de préserver, voire même de développer sa masse musculaire. Oui. Si tu nous parles un petit peu de la répartition des macronutriments, les glucides, donc les sucres au sens large, les lipides, les graisses et les protéines. Est-ce que c'est important d'avoir un petit peu une idée de la répartition en tête qu'on doit chercher ou au final, non? Tout à fait. Alors cette répartition, elle diffère un peu avec l'âge. Chez l'adulte, les protéines représentent 10 à 12% des calories de la journée, les lipides environ 35% et les glucides, le reste, à peu près 53%. Plus on avance en âge, plus la place des protéines doit augmenter parce que c'est la nourriture des muscles. Donc si on augmente son activité musculaire et si on veut lutter contre l'affaiblissement musculaire, il faut manger un peu plus de protéines. Donc on va passer à 15% des calories par les protéines. On va toujours rester à 35% par les lipides parce qu'il faut quand même bien manger un petit peu de gras, un petit peu de beurre, un peu d'huile, sans être dans les excès bien sûr, mais le gras est utile, ne serait-ce que les oméga 3 par exemple, et les oméga 9 dans l'huile d'olive. Et le reste, les glucides, on fera attention au sucre parce que la proportion des glucides aura tendance à baisser un tout petit peu.
puisqu'on a augmenté les protéines. Donc, tu vois que l'équilibre va un peu changer, mais qu'il faut mettre l'accent particulièrement sur les protéines, surtout les protéines d'origine animale, qui seront complétées par les protéines d'origine végétale, type légumes secs. Mais les protéines d'origine animale, c'est quoi? La viande, le poisson, les œufs, et les produits laitiers qu'il ne faut pas oublier et dont la présence dans l'alimentation doit être de plus en plus importante au fil du temps parce que qu'est-ce qui guette la femme ménopausée? C'est l'ostéoporose aussi, puisque l'os vieillit et qu'avec le temps, du fait de l'arrêt des estrogènes qui permettait à l'os d'être solide et de se renouveler tous les jours, comme il n'y a plus d'estrogènes, l'os petit à petit va se vider de sa substance et se fragiliser. Donc les femmes, passées 50 ans, voient leurs besoins en calcium augmenter, passer de 800 mg de calcium par jour à 1200 mg par jour, et sans produits laitiers, on peut pas y arriver. Donc, viande, poisson, œufs et produits laitiers qui non seulement apportent du calcium, mais aussi des protéines. Et en plus de ça, on se rend compte, moi j'ai l'impression que plus les gens vieillissent, moins ils mangent de protéines. On a un peu ce sentiment, ce mythe qu'il en faudrait quand on est jeune, et qu'en fait après, c'est un peu trop tard parce que je sais pas, on bouge moins, etc. Mais en tout cas, on se rend compte que les personnes âgées ont tendance à manger moins de viande, moins de poisson, moins de légumineuses, etc. en vieillissant. Alors tu viens de nous dire qu'en fait c'était primordial de continuer. Tout à fait. Pour toutes les raisons qu'on a vues. Tout à fait. Et en plus, ces protéines-là, elles nécessitent de l'énergie pour être digérées. Mm-hmm. Donc, au final, c'est plutôt assez rentable au niveau énergétique. Oui, puis elles sont dégradées en acides aminés qui sont leurs constituants. Ces acides aminés diffusent dans le sang et sont captés par les muscles, entre autres. Voilà, c'est quand même pas le carburant, mais c'est le composant, quand même de l'anatomie musculaire, quoi. Les protéines. C'est les briques, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on disait qu'en vieillissant, on perd de la masse musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie. Tout à fait. Et ça s'explique notamment avec les changements hormonaux que tu as dit. On a une baisse des hormones anabolisantes, donc des hormones qui permettent de fabriquer du muscle. Oui. Et puis on a aussi une diminution de la synthèse musculaire, parce qu'en fait le muscle il est constamment en renouvellement, comme plein d'autres tissus de notre corps. Et on se rend compte qu'en vieillissant, ce renouvellement, la construction, la dégradation, elle fonctionne toujours bien, mais par contre la construction du muscle, elle faiblit un petit peu. Oui, et avec le temps, le muscle a de plus en plus de mal à capter ces acides aminés pour reconstruire ses fibres musculaires. C'est pour ça que je recommande d'ailleurs toujours, parce que tu le sais bien, c'est un grand classique de la pratique sportive, quand on fait travailler les muscles, les fibres musculaires se déchirent, voilà, et ensuite, après l'effort, elles sont en phase de reconstruction. Donc c'est le moment, dans l'heure qui suit la pratique sportive, de consommer des protéines, parce que c'est le moment où le muscle est le plus demandeur de protéines pour refaire sa masse musculaire. Donc je conseille toujours aux personnes qui ont perdu du muscle de faire d'abord leur sport, disons juste avant le repas, de façon à consommer ensuite viande, poisson, œufs ou produits laitiers, après, de façon à bénéficier de cette phase anabolique qui suit la pratique de l'exercice sportif. Il y a aussi le petit shot de whey, la whey qu'on trouve abondamment dans les salles de sport pour ceux qui pratiquent la muscu. C'est en fait de la poudre de lactosérum, donc c'est un extrait du lait, et on a concentré les protéines, certaines protéines du lait, les protéines de lactosérum, qui ont la capacité d'être extrêmement vite digérées et absorbées, et de diffuser très rapidement leurs acides aminés, dont la leucine, aux muscles. Donc soit on fait ça. Bon, on peut très bien s'acheter de la whey de qualité, bien sûr. Il faut pas se servir n'importe où. Il faut que ce soit certifié AFNOR. C'est en poudre. On peut très bien se prendre une poudre, une dose de whey, de préférence après le sport, parce que si on le fait comme ça en étant assis dans son canapé, il va rien se passer. Mais donc après l'exercice, ça peut être une marche active aussi, pas nécessairement le besoin de soulever des haltères. Ça marche mieux quand même pour synthétiser, pour fabriquer du muscle, ça marche quand même mieux. Oui, mais chacun fait comme il peut. On est bien d'accord. Donc, le fait déjà de marcher vite, et de faire une activité sportive un petit peu plus soutenue, eh bien là, je recommande de prendre sa dose de protéines. C'est intéressant que t'en parles. C'est quelque chose qui a été beaucoup stigmatisé à tort. Et il y a notamment l'ANSES qui a fait un rapport dessus qui dit à peu près, pour pas dire exactement ce que tu viens de dire. En fait, faut voir ça comme une brique. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir un apport de protéines, et à certains moments, ça peut être intéressant d'en prendre, tu viens de le dire, après une activité physique. Et encore plus, dans ces moments-là, c'est pas forcément toujours facile d'avoir un morceau de poulet ou des lentilles. Donc effectivement, faut voir ça comme un petit outil qui peut dépanner dans certaines conditions.
c'est pas la peine de le généraliser dans son alimentation et de faire un repas quand on est chez soi avec l'apport qui serait constitué de whey. Mais finalement, quand c'est utilisé comme ça, c'est un très bon outil. Et en plus, comme tu l'as dit, c'est des protéines de très bonne qualité parce que les acides aminés qui sont contenus dans le lait, c'est des acides aminés, je le redis, de très bonne qualité. Et donc en fait, pour les protéines de lactosérum. Parce que la caséine, qui est aussi présente dans le lait, elle diffuse plus lentement dans le corps humain. Mais les protéines de lactosérum du lait, ça n'est que, voilà, c'est ça. Ça, c'est très très bien. C'est là qu'on voit que les produits laitiers sont bons pour la santé. Tout à fait. Voilà. Si on repart sur l'alimentation, est-ce que tu as des aliments que tu conseillerais dans un souci de satiété? Est-ce que tu penses les légumes? Bien évidemment. Réponse claire, nette, précise. Ah oui, bien sûr, les légumes. D'ailleurs, les Français n'en mangent pas assez. 40% seulement de la population française arrive à respecter les 5 fruits et légumes par jour. Alors les fruits en général ça va parce qu'ils ont un petit goût sucré, les gens aiment bien, c'est facile à manger, ça va. Ils ont leurs 2-3 fruits quotidiens, c'est bien. Mais alors les légumes, waouh, quel problème. Quel problème. Vraiment, c'est riz, pâtes, frites, les légumes, bon, une petite salade verte de temps en temps, mais c'est une catastrophe, y compris chez les jeunes. Chez les jeunes, les adolescents, il y a quasiment pas de légumes dans leur alimentation. Et ça, c'est catastrophique parce que les légumes sont quasiment les seuls aliments à apporter les antioxydants dont nous avons besoin. Faut quand même rappeler que nous respirons de l'air plein d'oxygène. Cet oxygène nous fait vivre, mais nous oxyde aussi. Nos cellules sont en permanence bombardées par des atomes d'oxygène instables qu'on appelle les radicaux libres et qui risquent d'oxyder l'ADN des cellules et donc de provoquer des cellules mutantes, ce qui au bout d'un certain temps peut favoriser l'apparition du cancer. Bien. Heureusement, nous avons des systèmes antioxydants dans notre corps, donc on a nos propres défenses, mais qu'il est bon non seulement de préserver par un comportement de vie sain, mais aussi d'amplifier par les antioxydants apportés par l'alimentation. Et donc les légumes sont ceux qui en apportent le plus. Surtout les légumes de toutes les couleurs. Des verts, des rouges, des oranges, des violets. Donc l'idéal, c'est d'avoir vraiment une assiette qui soit un peu ce que j'appelle l'assiette arc-en-ciel, avec des légumes de toutes les couleurs. On peut les manger cuits, on peut les manger crus, on peut mettre une salade verte avec des morceaux de tomates dedans, et puis de la grenade aussi, ça donne un petit croquant et un petit goût sucré. Voilà, et c'est bourré d'antioxydants. Les épices aussi sont très riches en antioxydants. Bref, des légumes à tous les repas. Que ce soit entrée de crudité, que ce soit légumes en accompagnement des féculents. Je dis toujours à mes patients, dans votre assiette, vous mettez de la viande, du poisson ou des œufs, plus vous partagez ensuite entre féculents et légumes. Mais pas que féculents. Voilà. Ou alors un peu de féculents et une salade verte à côté. Ou alors des crudités en entrée. Ça, c'est très précieux ce que tu viens de dire. Donc, si tu prends l'assiette, tu la découpes comment? En 3. Un tiers, un tiers, un tiers? Oui. Okay. Ah oui. À peu près 100 grammes de viande, poisson, œufs. À peu près 150 grammes, à peu près, ou 200 grammes de légumes, ça va vite, hein. Et puis, 100 à 150 grammes de féculents. Cuit. Oui. Bien d'accord. Cuit. Sinon, ça en fait beaucoup. Mais voilà, mais ça, c'est quand même des choses, moi, je suis pas spécialement en surpoids, c'est quand même des réflexes que j'essaie d'avoir. Et je pense faut vraiment essayer de se dire, à chaque repas, souvent c'est les légumes quand même, est-ce que j'ai ma dose de légumes? Parce que c'est vrai que les protéines, moi, je suis flexitarien, donc c'est assez facile. Les féculents, c'est très facile. Donc, souvent, c'est vrai que ce qui pêche un petit peu, c'est les légumes. Il y a plusieurs Là, on commence à arriver dans une saison où c'est plus facile déjà. Oui, mais il y a plusieurs raisons à ça, en fait. D'abord, il y a le prix. Il y a des gens qui ont de gros problèmes d'argent et qui trouvent, c'est vrai, c'est une réalité, le prix Des pâtes, c'est moins cher. Hein. Ah, mais bien sûr. Les légumes secs, c'est bien aussi, c'est pas cher. C'est vrai, ça, faut le dire parce que. Ah, mais tout à fait. Il y a des fibres, il y a des protéines et c'est pas cher. Ah, mais c'est formidable. Vitamines du groupe B, protéines d'origine végétale, très rassasiant, c'est excellent. Bon, mais en ce qui concerne les légumes et les fruits, les prix ont explosé. On est à 2, 3, 4 euros le kilo maintenant. Donc, ça pèse lourd, donc ça va très vite. Donc, il y a des problèmes financiers. Ensuite, il y a, je sais pas cuisiner les légumes. Voilà. C'est souvent ce que disent les gens. Donc, il faut que ce soit vite prêt. On vit à l'heure du rapide. Les pâtes, hop, on jette ça dans l'eau bouillante, 10 minutes, ça y est, c'est prêt. Les légumes, comment je vais faire? Je vais quand même pas cuire mes haricots verts. J'en ai pour 30 minutes, c'est long.
Il y a les surgelés. Les surgelés, il suffit de les jeter dans l'eau bouillante et c'est pareil, même temps de cuisson que les pâtes. 10 minutes, bon peut-être 15, mais grosso modo, dans une casserole, on fait cuire ses pâtes, en même temps que dans l'autre casserole, on fait cuire ses légumes surgelés. C'est une bonne ou astuce, à la poêle. Les légumes surgelés. Mais bien sûr, c'est prêt beaucoup plus vite, même dans la poêle. C'est quelque chose que j'utilise souvent et c'est très bon. C'est très bon parce qu'en plus maintenant il y a des chaînes de surgélation, je sais pas si ça se dit, qui sont faites où on congèle le légume juste après qu'il ait été récolté. Donc en fait, il garde ses capacités, ses propriétés nutritives. Peut-être qu'il est un peu moins bon que du frais, ça c'est vrai, faut le reconnaître. Même pas. Mais en tout cas, au niveau qualité, il est meilleur que les haricots verts que vous avez gardés depuis 2 semaines au fond de votre bac à légumes dans votre frigo. Hein. Bah écoute, t'as tout dit, hein. J'ai plus rien à dire. Moi. C'est vrai. Exactement. Alors il reste les légumes en conserve qui sont pas chers du tout. Bon, là le goût est quand même différent, hein, du frais maison ou du surgelé. Donc moi je mettrais frais maison si on a un jardin, ou la possibilité d'acheter des légumes frais au marché et de les cuisiner assez vite. Parce que comme tu l'as très justement dit, plus on garde longtemps ces légumes dans le bac à légumes, plus les vitamines vont s'oxyder. Il n'y a pas de perte de minéraux, d'oligo-éléments, ce sont surtout les vitamines qui s'oxydent, dont la fameuse vitamine C. Bon, donc on peut perdre jusqu'à la moitié du taux en vitamine C parce qu'on a gardé ces légumes 3 jours avant de les consommer. Donc il faut les consommer assez vite et pour ça c'est vrai qu'il faut aller au marché assez souvent. Donc il faut être disponible, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon, et puis ensuite il faut que ce soit tout prêt. Heureusement, les agriculteurs ont réagi et maintenant nous avons des légumes en sachet. Les salades en sachet. Il y a rien, il y a pas d'additifs là-dedans. Ils sont complètement naturels, simplement ils sont mis en sachet. Donc quand on les ouvre, on n'a plus qu'à les mettre dans le saladier avec une petite vinaigrette et ça y est. Franchement, on a gagné vraiment beaucoup de temps et c'est comme si on avait préparé nous-mêmes cette salade. Il faut réfléchir à toutes ces briques là un petit peu qu'on peut avoir dans notre quotidien qui facilitent la vie et surtout il faut les anticiper. Faut pas arriver le jour J. Il est 19h30, il est 19h45, qu'est-ce que je mange ce soir? Non, il faut avoir anticipé ça, pour avoir prévu la situation et se dire à ce moment-là, je mangerai ça, j'ai prévu, j'ai acheté le petit sachet, j'ai mes haricots verts congelés, etc. Tout à fait. Alors, il y a les personnes qui sont très organisées, qui font leur marché le week-end, qui cuisinent le dimanche et puis qui vont conditionner leurs plats de façon à se servir tous les soirs si elles rentrent tard et qu'elles n'ont pas le temps. Bon, après, tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde n'est pas organisé comme ça, il faut s'adapter. Maintenant, il y a des astuces. Bon, les salades en sachet, ok. Les légumes en sachet, ok. Les tomates cerises, c'est formidable. C'est très facile de conserver au frigo ou à température ambiante ces tomates cerises. Oh mince, j'ai plus rien. Ah, mais j'ai mes tomates cerises. Que je peux manger en entrée. Ça y est, j'ai eu mes légumes. Et puis on a toujours dans le bac à congélateur, on a toujours des légumes congelés qu'on peut. Voilà, là il faut remplir en épinards, en haricots verts, courgettes, des ratatouilles surgelées. Il faut toujours avoir des légumes congelés et ça, hop, on les sort et en 10 minutes c'est prêt. Et on a la roue de secours qui peut nous sauver la vie. Mais oui. On a pas mal parlé, on a beaucoup parlé alimentation. Il y a quelques moments depuis le début de cette vidéo où tu as parlé un peu sommeil. Je te propose qu'on change de sujet, qu'on change de pilier au niveau de la santé, qu'on attaque le sommeil. Tu nous as dit que le sommeil, il se modifiait en vieillissant. Oui. On constate faut savoir, juste un petit rappel physiologique. Le sommeil n'est pas le même du début jusqu'à la fin. Le sommeil, c'est une suite de cycles d'à peu près d'1h30. Chaque cycle étant composé d'une phase en début de nuit, avant minuit, d'une phase de sommeil lent, profond, récupérateur, suivi de 10 minutes de sommeil paradoxal qui est le sommeil des rêves. Donc, en début de nuit, on a beaucoup de sommeil lent, profond, récupérateur et un petit peu de sommeil paradoxal. Et ensuite, plus le sommeil avance dans la nuit, plus la quantité de sommeil lent, profond, récupérateur va diminuer et devenir plus superficielle et plus la quantité de sommeil paradoxal va augmenter. Si on se réveille en plein sommeil paradoxal, on se souvient de ses rêves. Si on se réveille en dehors de la phase de sommeil paradoxal, on ne se souvient pas de ses rêves, bien qu'on ait rêvé. Bon, chacune de ces phases a des rôles différents. Le sommeil lent, profond, récupérateur sert surtout à récupérer de la fatigue physique. Donc, si on se couche avant minuit et qu'on a nos 8 heures de sommeil, on se réveille en forme et on a la pêche dans la journée. Si en revanche, on se couche à l'heure, mais qu'on se réveille très tôt,
à 5 heures du matin sans arriver à se réendormir, on va se pénaliser en sommeil paradoxal. Et là, on va avoir des difficultés de mémorisation, de concentration. On touche aux fonctions cognitives. Voilà. C'est pour ça qu'il est important de se coucher avant minuit pour bénéficier du sommeil lent récupérateur et de dormir pendant 8 heures pour bénéficier du sommeil paradoxal dont nous avons besoin. En plus de ça, ces 8 heures permettent aussi au cerveau de se nettoyer parce que les neurones sont des cellules comme les autres qui hyper fonctionnent dans la journée et la nuit, paf, paf, il y a une détoxification qui fait qu'on nettoie nos neurones et qu'on leur évite finalement de se remplir de toxines qui, au bout du compte, peut les intoxiquer et favoriser l'apparition de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Donc, il faut vraiment prendre soin de son cerveau et respecter ses horaires, la fameuse chronobiologie du cerveau, se coucher avant minuit, 23 heures par exemple, et avoir ses 8 heures de sommeil. Alors, maintenant que j'ai fait ce petit rappel physiologique, que se passe-t-il au fil des années ? Eh bien, on s'aperçoit que très souvent, le sommeil devient plus fractionné. Enfin, c'est surtout visible à partir de 75 ans quand même, pas à 55, ni à 60. Mais à partir de 75 ans chez le sujet âgé, on s'aperçoit qu'il a du mal à s'endormir et donc, à la limite, il va se coucher tard et donc il va éprouver le besoin de faire une grosse sieste l'après-midi, qui est courant quand même chez les gens âgés. Grosse sieste, pas 20 minutes, mais 1h30, ce qui va d'ailleurs signaler le fait qu'on dort pas assez ou mal. Et donc, comme il a fait une grosse sieste, il a pas sommeil à 23 heures, donc il va se décaler dans l'endormissement, ce qui ne va ne faire qu'aggraver la situation. Bon, donc première chose, le sommeil est un peu décalé avec l'âge, tendance à se coucher tard et donc à faire sa grosse sieste. Donc moi je leur dis toujours, ne faites qu'une sieste de 20 minutes et vous allez vous coucher plus tôt parce que vous vous sentirez plus fatigué plus tôt. Ensuite, durant la nuit, on s'aperçoit que le sommeil est beaucoup plus fractionné. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des grands cycles d'1h30 qui se succèdent les uns ou les autres, il y a souvent des micro-réveils qui se font pendant la nuit. La personne se réveille et elle a du mal à se réendormir. Donc on peut avoir des insomnies de réveil avec des personnes qui vont avoir les yeux grands ouverts à 2 heures du matin et qui vont mettre 1h30 avant de se réendormir. Donc ça déstructure le sommeil. Et le principal symptôme de tout ça, c'est la fatigue. Voilà, c'est pas normal de se réveiller fatigué. Il faut consulter et faire ce qu'on appelle une polysomnographie. Donc c'est un examen qui ne se fait que dans des centres du sommeil hospitaliers. On a des électrodes partout, on ressemble à un Télétobies. On en a sur le crâne pour faire un électroencéphalogramme, on en a sur la poitrine pour faire l'électrocardiogramme, on en a sur le menton pour faire l'électrobiogramme, y compris aussi ici pour les yeux, pour voir les mouvements oculaires. Et ici aussi pour les mouvements respiratoires. Donc on ressort de là tout harnaché et donc soit on dort chez soi et le service va enregistrer les cycles du sommeil à distance, soit on dort à l'hôpital et là on dort sur place. T'en as déjà fait? Et cet examen, t'as fait non, moi non. Non, parce que j'ai pas de problème de sommeil. Okay. Je suis très très vigilante à bien me coucher tôt. Moi, à 22h30, parce que je suis une matinale, en fait. Il faut savoir qu'il y a quand même des gens qui sont plutôt du matin et des gens qui sont plutôt du soir. Les gens qui sont plutôt du soir ont du mal à se coucher tôt, et ils attendent souvent minuit, 1h du matin parce qu'ils sont en pleine forme. Donc, si c'est minuit, passe encore, mais si c'est 2h du matin, ça va pas du tout aller. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se disent du soir, et en fait, c'est une excuse parce qu'ils n'arrivent pas à se coucher plus tôt. Oui. Alors bon, merci les réseaux sociaux, merci aussi les vidéos, les films à commande, parce que je reconnais, c'est très addictif. Quand on passe d'un épisode à l'autre, on se dit « Ouais, bon, allez, c'est bon, je serai juste un peu fatigué, mais je me rattraperai le week-end. » Et ça, c'est une grossière erreur. Tout sommeil perdu ne se rattrape pas. Donc, en fait, il faut sauver son sommeil toutes les nuits. Sauver le soldat sommeil. Donc, si on a envie de regarder son deuxième épisode, ou l'épisode suivant, non. Il faut être raisonnable. Bon, il est 11h30. Allez, il est temps que j'aille au lit. C'est vrai. Je verrai ça plus tard. Voilà. Et on ne va pas se coucher non plus avec son téléphone en se disant, tiens, quelles sont les dernières nouvelles? Allez, je vais regarder les gens se casser la gueule avec leurs chiens et leurs laisses. Le téléphone à charger dans le salon. Et on va au lit. Voilà. Et ça évite de perdre du temps bêtement. On peut être très addictif de son téléphone et ne pas voir le temps passer. Bien sûr. Et on se dit, mais
Il est 1h du matin. Et on a bon perdu sang. 1 heure, Voilà, demi-heure on a de perdu sommeil. un cycle. Ouais, bien sûr, tout à fait. Quel est le retentissement du sommeil par rapport au poids ? À quel moment ça intervient ? Parce que là, tu nous as parlé de plein de choses, mais on n'a pas parlé de poids. Oui. Alors là, la prise de poids, elle est très rapide quand on dort pas assez ou quand on est en décalage. Il y a 3 raisons à ça. La première, la fatigue. Bon, quand t'es fatigué, t'as pas envie d'aller faire du sport dans la journée et tu vas t'économiser. Tu t'aperçois que tu marches moins vite, tu restes plus longtemps assis. Donc, sans t'en rendre compte, tu vas dépenser beaucoup moins de calories sur la journée. Voilà. Donc déjà, ça, première cause de prise de poids. Deuxième cause, ça provoque un stress pour le corps humain. Le cerveau n'a pas eu son content de sommeil et donc tout stress égale libération de cortisol. Cortisol, c'est l'hormone du stress. Quand on voit d'ailleurs, on le voit très bien, hein, on voit que quand on dose le taux de cortisol le matin d'une personne qui a mal dormi dans la nuit ou pas assez, on voit que son taux de cortisol est augmenté. Et donc le cortisol favorise le développement de la graisse abdominale profonde. Donc ça fait grossir du ventre et de la mauvaise graisse. Et troisième raison, c'est que le cerveau qui est en manque de sommeil, eh bien, il agit sur ton comportement alimentaire. Si tu n'as pas assez dormi, on s'aperçoit que les choix des aliments sont pas du tout les mêmes. Ça, c'est passionnant. Beaucoup plus attiré par les féculents et le sucre. Et pourquoi ? Eh bien, parce que inconsciemment, ton corps assimile cette fatigue à une possible hypoglycémie. Et il te pousse à aller chercher le sucre pour retrouver cette énergie qui te manque. Et donc, on le voit très bien, hein, il y a des études qui ont été faites chez des volontaires. On ne les fait dormir que 4 heures par nuit. Et on s'aperçoit le lendemain, quand on les soumet à des buffets, que les changements de comportement sont très visibles avec la prise de poids à la clé, mais qui est très rapide, hein. On peut prendre 2-3 kilos par mois, tout simplement parce qu'on dort plus assez. Ça, c'est vraiment passionnant. Du coup, si on veut perdre du poids, c'est important d'agir au niveau de son sommeil. Tu as donné quelques conseils tout à l'heure. T'en as d'autres à rajouter ou finalement t'as dit les principaux ? Pour le sommeil ? Oui. Alors, se coucher avant minuit, c'est essentiel, et avoir ses 8 heures de sommeil. Ensuite, si jamais on a raté le coche, ça peut arriver, franchement. Peut arriver, même on sort avec des amis, on va au théâtre, on rentre à 1h du matin. C'est pas grave. Il faut pas que ce soit une règle. C'est tout. Hein, il peut y avoir un épisode comme ça, une fois, dans la semaine, aucun problème. Si maintenant on se sent très fatigué, quid du week-end ? Qu'est-ce que je fais le week-end ? Est-ce que je vais me lever à midi, 1h du matin, 1h de l'après-midi ? Comme ça, je vais récupérer tout mon déficit de sommeil ? Ben non, surtout pas. Alors à la rigueur, on peut le faire le samedi, mais surtout pas le dimanche. Parce que si je fais la bringue le samedi soir, que je me couche à 3h du matin et que je me lève à 1h de l'après-midi, je vais jamais arriver à m'endormir à 22h. On s'est bien décalé là. Et la nuit voilà. du dimanche au lundi, elle va être compliquée. Exactement. Et comme il faut se lever le lundi pour aller bosser, ben là, on est en total déficit de sommeil. Donc, on peut décaler un peu son réveil le samedi matin et le dimanche matin d'1 heure, mais pas de 3 ni de 4, parce que là, on entretient finalement le décalage. Autre chose à dire, si on a le sentiment qu'on a des problèmes avec son sommeil, parce qu'on se réveille fatigué, ou parce qu'on se réveille avec des maux de tête, le fait d'avoir des maux de tête dans la journée, ça peut être le signe d'un trouble du sommeil. Il faut pas hésiter à consulter un spécialiste du sommeil pour faire la fameuse polysomnographie dont je parlais tout à l'heure, parce qu'on peut vraiment avoir des surprises. Nous, c'est un examen qu'on fait faire spontanément et systématiquement à toute personne souffrant d'obésité. Parce que les troubles du sommeil, en particulier sous forme d'apnée, en fait, quand la personne est trop grassouillette, il y a du gras partout, y compris au niveau ORL et autour du larynx. Ce qui fait que quand elle est sur le dos, cette graisse va faire en sorte qu'à un moment donné, les parois du larynx vont se fermer, elles vont se collapser, et donc la personne s'arrête de respirer. Elle va s'arrêter de respirer pendant 3, 4, 5, ça peut durer jusqu'à 10 secondes. Et à un moment donné, le taux de gaz carbonique va monter dans le sang, évidemment. Et donc, ça déclenche un signal d'alarme qui commande la respiration. Et la personne va se réveiller, va rechercher sa respiration et ça peut, se succéder dans la nuit. Et c'est ça, ce que tu viens de dire, le problème, c'est qu'elle se réveille. Alors, elle se réveille pas, elle n'en a pas forcément conscience. Par contre, elle se réveille suffisamment pour que son sommeil soit dégradé. Oui, et au final, elle se retrouve à avoir un sommeil qui est pas réparateur. Oui. Alors, il y a
le nombre d'apnées du sommeil, nous, on va les quantifier en faisant la polysomnographie. Quand on en a moins de 5 par heure, on dit c'est léger, même il n'y a pas de syndrome d'apnée du sommeil. Quand on en a entre 5 et 15, 20, on va dire, bon, allez, c'est modéré. Bon, on n'appareille pas. Par contre, à partir de 30 apnées par heure, c'est-à-dire une toutes les 2 minutes, là, on va appareiller. Et c'est urgent de le faire parce qu'il y a un vrai risque de maladie cardiovasculaire. Alors là, c'est un stress non seulement pour le cerveau, mais aussi pour le cœur. Et on peut faire, c'est aussi dangereux de faire beaucoup d'apnée que d'avoir un taux de cholestérol au plafond ou d'avoir de l'hypertension. Donc ça, le risque cardiovasculaire, il est multiplié par 3 ou par 4. C'est pour énorme. Ça que c'est hyper ça, c'est très important méconnu, hein. de diagnostiquer et de traiter. Voilà. Et la personne, on va lui faire porter un masque qui va lui insuffler de l'air. C'est pas de l'oxygène, hein. C'est de l'air. Et du coup, cet air va forcer les parois du larynx de rester ouvertes. Donc, elle ne fait plus d'apnée. Et là, c'est génial. Oh, mais elle est transformée. Elle a bien dormi, elle se réveille pas fatiguée, elle a la pêche et elle va commencer à maigrir. On va la faire maigrir, évidemment. Et on s'aperçoit à un moment donné qu'elle finit par être gênée par son masque. Elle a perdu 15, 20 kilos. Et elle ne fait plus d'apnée. Donc ce masque devient indésirable. Et quand elle commence à nous dire « j'éprouve le besoin de l'enlever parce que ça me gêne », on fait un test, on la réconvoque pour lui faire passer une nuit à l'hôpital ou chez elle avec toutes ses électrodes et on voit ce que ça donne sans masque. Et parfois on voit disparaître, même souvent, les apnées parce que la personne a maigri. Donc les apnées sont hyper fréquentes chez les gens en surpoids, modéré ou en cas d'obésité, mais il m'est arrivé de voir des personnes ayant une corpulence normale et faisant des apnées. Donc attention, il faut pas toujours dire je fais sûrement pas d'apnée parce que j'ai pas de problème de poids. Non. Mais du coup, d'une manière générale, toi, tu observes beaucoup des personnes qui sont en surpoids, qui ont un mauvais sommeil, qui perdent du poids et qui dorment mieux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est tout à fait corrélé, augmentation du poids égale augmentation du risque d'apnée du sommeil. Donc, sommeil dégradé. Qui accentue encore plus la prise de poids ou qui empêche la personne de maigrir. Un bon cercle vicieux. Mais voilà. Tout à fait. C'est pour ça que moi j'ai intégré le sommeil dans la napsothérapie parce que je trouve que les médecins ne considèrent pas assez le sommeil. Vous avez un problème de poids, faites un régime et bougez plus. Et personne ne s'occupe du sommeil alors que c'est la première pierre angulaire de la recherche de perte de poids. Le sommeil n'est pas assez considéré d'une manière générale, je pense, dans la santé, ou même c'est pas suffisamment une priorité pour plein de gens. On a plein de personnes qui à la limite il y a quand même plein de personnes qui font attention à ce qu'elles mangent, il y a quand même plein de personnes qui bougent, mais c'est vrai qu'il y a peu de gens qui mettent le sommeil sur le même plan. Mais oui, parce qu'ils pensent qu'ils sont juste un peu fatigués, c'est pas bien grave, on se rattrapera plus tard. En fait, ils sous-estiment complètement le rôle du sommeil. Rôle du sommeil, c'est quoi? C'est je ressource mes capacités physiques, je lutte contre la fatigue. Deuxièmement, j'entretiens mes fonctions cognitives, j'entretiens mes capacités de mémorisation et de concentration. Fonction cognitive. Je détoxifie mes neurones aussi. Je nettoie mon cerveau en dormant. C'est comme quand on ferme son ordi, tous les bugs de la journée, ils sont corrigés pendant la nuit. C'est pareil dans un cerveau. On corrige tous les bugs de la journée. C'est pour ça que le cerveau, c'est génial. Si on dort bien, on limite les risques d'avoir des pathologies cérébrales liées au vieillissement. Si maintenant on ouvre le grand sujet de l'activité physique, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à des personnes de plus de 50 ans qui sont en surpoids, qui ont envie de se remettre à bouger? Par où est-ce qu'elles pourraient commencer? La marche. Évidemment, la marche. On passe pas du rien au tout d'un coup. Surtout pas les trois séances, salle de sport, voire même plus. Ou alors se mettre à courir. Non, il faut y aller progressivement. Ce d'autant qu'on a été très sédentaire. Mais déjà, la marche, c'est génial. Alors souvent, les gens disent « Oh, mais la marche, c'est pas suffisant pour maigrir. » Mais bien sûr que si. Si vous marchez 1 heure tous les jours, et franchement c'est faisable, que ce soit en une fois ou en fractionné, vous marchez 1 heure tous les jours, alors d'un pas bien conséquent quand même, il s'agit pas de la cool, non, on y va, on ressort, maintenant il va faire nuit tard, on rentre du boulot, il est 18 heures, on peut facilement avoir 1 heure devant soi pour ressortir et aller marcher. Donc on met des bonnes chaussures, on s'habille en conséquence et c'est parti. On marche vite et au point de ne pas pouvoir, par exemple, chanter en marchant.
Donc, une bonne cadence. Voilà. Ensuite, si on s'aperçoit qu'en faisant ça, quasiment tous les jours, que ce soit la marche par aller au boulot, aller et revenir, ou que ce soit parce que le soir, on peut le faire. Chacun doit trouver le temps nécessaire et on s'aperçoit qu'on retrouve du souffle de plus en plus, qu'on perd quelques kilos, ça commence à venir parce qu'on fait attention à ce qu'on mange et parce qu'on dort bien. Donc, on est cohérent dans les 3 comportements. Là, on commence à voir que, tiens, puis je me sens surtout en bonne forme. Je suis beaucoup moins essoufflée, je tiens la longueur. Après, on peut passer à l'étape suivante, faire du fractionné, courir pendant quelques secondes, puis quelques minutes, puis remarcher, puis courir, vous voyez, faire du fractionné. Et puis cette alternance marche-course, elle est très intéressante parce que nous on voit qu'effectivement il y a des gens qui veulent se mettre par exemple à courir. Oui. Et donc à partir du moment où elles se disent je pars pour de la course à pied, ça doit être que de la course. Et donc finalement, ça peut être difficile. Si ça peut être difficile, ça peut les dégoûter et elles peuvent arrêter. Alors que se dire qu'on a cette sécurité ou ce moment de relâchement où ces personnes-là peuvent faire de la marche, et finalement, ça va rendre le tout beaucoup plus agréable. Donc elles vont continuer et ça sera efficace. C'est toujours un plaisir, la marche. D'abord, moi, les idées que j'ai, c'est en marchant. Très souvent, on s'aperçoit que le cerveau fonctionne à plein régime et on a plein d'idées. Et puis, on regarde autour de soi. On est un peu dans la contemplation aussi en marchant vite. Enfin, faire attention où on met les pieds, bien sûr. Mais c'est vraiment un moment où on est avec soi-même. C'est ce que je dis à mes patients. C'est votre rendez-vous avec vous-même. Vous avez passé votre journée à travailler, à ne pas vous occuper de vous tant que ça. Maintenant, allez. C'est votre rendez-vous avec vous-même et personne ne doit vous en empêcher. Le problème, c'est que ça prend du temps. Je vais revenir là-dessus, mais oui, mais une heure, c'est vite passé. Je me fais l'avocat du diable, mais il y a plein de gens qui ne font pas d'activité physique, etc., parce qu'elles rentrent tard du travail, parce qu'elles n'ont pas le temps, et c'est 1 heure de marche que toi t'estimes finalement pas prendre trop de temps parce que tu mesures combien c'est important pour le corps, et donc la balance bénéfice par rapport au temps que ça prend pour toi, elle est largement positive. Il y a plein de gens qui le voient pas comme ça et qui se disent ça prend trop de temps. Bien sûr. Après, le temps, on peut toujours le trouver parce qu'on s'aperçoit que ces personnes perdent beaucoup de temps quand elles rentrent chez elles, et qu'elles sont plutôt canapé télé ou je m'occupe à des choses qui sont plutôt passives plutôt que d'être dans l'action. Et puis là, j'ai parlé de cette heure-là, mais ça peut être autre chose. Quand on va au boulot à pied ou en vélo, c'est de l'activité physique. 15 minutes à l'aller, 15 minutes au retour. Une personne active dans la journée, pas tout le temps assise dans son fauteuil devant son écran. Elle se lève, elle a un tempérament de femme active. Voilà. Elle se lève toutes les heures, 5 minutes. 8 heures de boulot, 8 x 5, 40 minutes. Et pendant ces 5 minutes, elle aura pu aller aux toilettes 3 étages au-dessus. Elle aura pu aller à la bonbonne à eau qui se trouve 3 étages au-dessus au lieu de juste à côté de son bureau. Elle recherche l'effort. Elle monte les escaliers aussi. Tu vois, quand elle prend les transports en commun, elle monte les escaliers plutôt que de rester passive dans l'escalator. Voilà. Ah, ça, l'escalator, c'est une mentalité. Faut bannir l'escalator. Ou si on le prend, au moins on monte les escaliers. Tu le montes. Mais c'est dingue. On a sur la file de droite de l'escalator des gens qui font la queue. Oui, tout à fait. Ils marchent pendant tout le métro, ils marchent et hop, ils arrivent devant l'escalator. Là, tout le monde s'arrête. Voilà. Alors moi, je suis toujours sur la file de gauche. Exactement. Et je monte et je monte et je monte. Bien sûr. Il faut avoir la mentalité de la personne active. Chercher l'occasion toute la journée de bouger. Voilà. Ce qui fait que on n'est pas forcément obligé d'avoir son heure de marche. En rentrant chez soi, tu as raison. Si on rentre tard et qu'on est fatigué, ça peut être un effort surhumain, bien sûr. Mais être quelqu'un d'actif dans la journée, ça peut suffire. Mais il y a un moment, cet effort, il va falloir le faire. Il va falloir trouver un moment dans la journée où il va falloir trouver des organisations. Il va falloir faire quelque chose. Oui. Alors, tu vois, par exemple, il y a de plus en plus de télétravail. Bon, avant, ça n'existait pas. Donc, après la crise du Covid, il y a beaucoup de gens qui ont demandé à travailler chez eux. Et il y a maintenant des employeurs qui ont accepté que les personnes soient en télétravail chez elles 1 ou 2 jours par semaine. C'est une catastrophe, le télétravail. Ouais, je suis sûr que c'est une catastrophe. Ah, c'est une catastrophe parce qu'elles se mettent devant leur ordi à 9 heures. Après, toute la journée, elles sont assises. Parfois, par excès de zèle, au lieu de déjeuner, de se préparer un bon repas équilibré et tout, allez hop, on va dans le placard, on va grignoter, on va s'ouvrir une boîte, un machin, un truc, où on se commande quelque chose et on continue de bosser. Et moralité, on est assise toute la journée. Ou assis toute la journée. Alors que c'est une chance, en fait, le télétravail. Parce qu'on pourrait se dire, je m'arrête de bosser, il est midi, c'est mon temps de déjeuner.
Voilà. Mon temps de déjeuner, je vais peut-être aller m'aérer, parce que je suis quand même restée assis ou assise longtemps. Aller prendre un peu les rayons du soleil. Exactement. Je vais sortir, je vais aller marcher une demi-heure, pour un peu me dérouiller et me changer les idées. Je reviens à la maison, je m'accorde une bonne demi-heure pour déjeuner, sainement, avec des bonnes choses, et hop, et on reprend le boulot après. Ce qui est dommage, c'est que ça aurait pu être génial pour l'activité physique parce que on gagne le temps de transport. Donc finalement, on se dégage du temps sur la journée. Oui. On peut peut-être se faire une petite lessive à un moment où on l'étend et on gagne encore du temps sur peut-être le soir, etc. Et on peut peut-être faire un peu plus d'activité physique. Oui. Et en fait, je pense qu'en pratique, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parce que tu sais, l'activité physique, quand on a tendance à être sédentaire, c'est un effort. Et le corps, il aime pas trop les efforts. Tu vas plutôt être tendance à être attiré par la facilité, par le canapé, le fauteuil. En fait, ton cerveau, il te pousse plutôt à pas beaucoup bouger. Dès lors qu'il faut faire un sport, tu dois te forcer. D'ailleurs, les sportifs le disent tous, même ceux qui courent. Waouh, les 15 premières minutes, je dois vraiment me faire violence. Puis il y a des jours où on n'a pas envie, et puis bien sûr. Et voilà. Donc, il faut se faire violence. C'est vrai. C'est une discipline, c'est un effort à faire. Et quand on est fatigué, on n'a pas envie de le faire. Alors, encore une fois, on peut très bien avoir une grosse journée de travail et ne rien faire dans cette journée. Il n'y a aucun problème. Sur les 7 jours de la semaine, ce qu'il faut, c'est par contre trouver le moyen d'être plus actif. Chacun doit commencer à son rythme, pourvu qu'on quitte le canapé et le fauteuil. Voilà, c'est un effort à faire. Et après, quand on a acquis ces nouvelles habitudes 1 mois, on s'aperçoit que le déclic, il est pris. Et que la personne, ça y est, elle a intégré ça dans ses comportements de vie. Mais tu as raison, tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'important. Il faut pas vouloir aller trop vite. Parce que les gens qui se mettent à courir du jour au lendemain en se disant, ça arrive surtout au mois de janvier, tu sais, le moment des bonnes résolutions. Allez hop, la salle de sport, et on y va, et on y va, et on y va. Moralité, ils se retrouvent avec des tendinites, des déchirures musculaires, des courbatures à ne plus pouvoir avancer, et ça les dégoûte. Ça, c'est s'ils font pas ce qu'il faut, Mais absolument. Absolument. Donc, il faut y aller progressivement et chacun doit trouver son rythme pourvu qu'on soit dans l'activité. Et se faire encadrer par des professionnels qui font ça très bien. Bien sûr, tout à fait. Que ce soit des kinés. Parce qu'on peut tout à fait commencer la course à pied après 50 ans, il n'y a aucun problème, mais il faut le faire d'une certaine façon et il faut peut-être avoir des conseils de gens qui s'y connaissent. On a parlé marche, on a parlé course à pied sur l'activité physique. J'aimerais qu'on parle un peu musculation et salle de sport parce qu'on a parlé beaucoup de force musculaire. Mais bien sûr. Alors ça, la muscu, elle est vraiment importante. Il faut pas penser qu'au cardio. Parce qu'en fait, tu as 2 types d'activités sportives. Tu as le cardio, le fait de marcher vite, de courir, d'aller nager. Tu brûles tout de suite des calories. Voilà, tu les brûles, ça contribue à ta perte de poids si c'est ce que tu recherches. La muscu, c'est différent. Tu vas travailler tes muscles. Donc tu augmentes ta masse musculaire, donc tu augmentes ton métabolisme de base, donc tu augmentes tes dépenses caloriques, je dirais tous les jours, un peu plus. Donc si tu fais un jour cardio, un jour muscu, un jour cardio, un jour muscu, c'est bien parce que génial. Tu accumules les deux. On peut pas faire mieux. Et étant donné que tout à l'heure, j'ai bien expliqué que la masse musculaire, elle avait tendance à diminuer avec le temps, raison de plus pour faire de la muscu passé 50 ans. Voilà. Alors, il s'agit pas de soulever des haltères de 50 kilos, mais il faut faire travailler ses muscles. Voilà. Et on commence avec des petites haltères. Enfin, là aussi, en salle de sport, on doit être bien encadré par un coach pour savoir comment faire les bons mouvements pour éviter de se faire mal. Mais moi, dans mon quartier, j'ai par exemple une personne, un homme, j'adore, il a 84 ans. Tous les jours, il fait son petit footing. Et en short, même quand il fait froid dehors, il est extraordinaire. Et pendant qu'il court, il a toujours ses petites haltères. Et pendant qu'il court, il fait travailler aussi. Mais il est extraordinaire. Il est bien, il est musclé, il a 84 ans. Il est en très bonne santé. Voilà. Tous les jours, il a sa sortie. Et il y déroge pas. C'est sa routine. Exactement. Bien sûr. Et il en a besoin. Il en a besoin. C'est-à-dire que quand il le fait pas, et ça c'est bien, il est pas bien, il est en manque. Donc il faut arriver à ce moment où si on ne le fait pas, on ne se sent pas bien. Ça c'est un moment intéressant. Ça veut dire que le déclic, il est vraiment sincère et profond.
Là-dessus, moi, j'aimerais aussi insister au niveau musculation, c'est qu'on se retrouve on se retrouve avec plein de personnes de plus de 50 ans qui n'ont jamais peut-être poussé la porte d'une salle de sport et qui du coup n'osent pas le faire après 50 ans en se disant que c'est pas pour elles, qu'elles vont être trop mauvaises, qu'il y a que des gens jeunes, qu'il va y avoir que des gens très sportifs, etc. Et en fait, c'est pas vrai. Franchement, moi, j'ai beaucoup fréquenté les salles de sport. N'importe qui sera très bien accueilli. Moi, je pense que on est toujours content de voir quelqu'un qui est plus âgé parce qu'on se dit que ça pourrait être ses parents et que c'est important. Et enfin voilà, il n'y a pas d'a priori à avoir là-dessus. Absolument. Il faut arrêter d'imaginer le regard des autres sur soi. Et il y a le même problème avec les personnes qui sont en surpoids ou en situation d'obésité. Quel courage il faut pour rentrer dans une salle de sport. Parce que tu as raison de dire, il y a souvent des gens jeunes, souvent des gens musclés. Il y a un peu le culte du corps. T'es sûr? Voilà, hein. Et on se dit, waouh, cette fille, elle est bien foutue, elle est musclée. Malgré tout, on regarde les gens. Waouh, cette personne est en situation d'obésité. Bah, dis donc, il va falloir qu'elle en fasse. Les gens sont méchants. Sont méchants, ils peuvent pas s'empêcher. Mais je pense qu'il y a des gens méchants, mais je pense qu'il y a plus de bienveillance que de méchanceté. Tout à fait, absolument. Donc il y a de tout dans ce monde. Il y a ceux qui auront un regard critique, on s'en fout, et il y a ceux qui au contraire auront un regard admiratif, en disant bah dis donc, chapeau, franchement, quel courage. Allez, c'est bien, je vais l'encourager, et c'est super que cette personne s'y mette. Et d'ailleurs, je vais même dire une phrase étonnante qui est, parce que je le pense sincèrement, parce que je fais tout le temps des impédancemétries. Tu sais, c'est l'analyse de la composition corporelle. Donc, dans notre service, on a un impédancemètre super sophistiqué et on voit très bien quelle est la part de la masse grasse et de la masse musculaire. Et je m'aperçois que les patients qui sont en surpoids, patientes ou patients, qui sont en surpoids ou en situation d'obésité ont une masse musculaire bien plus importante qu'une personne mince ou de corpulence normale. Ce qui me fait dire que derrière tout obèse se cache un corps d'athlète. Bien sûr, parce que pour bouger son poids, pour se lever d'une chaise, etc., d'autant plus si la personne est en surpoids, il faut des cuisses fortes. Exactement. Donc ils ont une masse musculaire très développée. Il faut juste s'attaquer à cet excès de gras de façon raisonnable, parce que l'obésité est une maladie quand même. Quand on a 30 kilos de trop, c'est sûr qu'à un moment donné, on va tomber malade. Mais si on a 5 kilos ou 10 kilos de trop, on peut être en parfaite santé. Moi, j'ai des patientes auxquelles je dis, mais arrêtez de vous en faire. Vous êtes en très bonne santé, j'ai fait un bilan complet, tout va bien. Pas de diabète, pas de cholestérol, la tension est normale, le foie, il est génial, vous dormez bien, vous bougez et vous mangez correctement, parce qu'en général, elles font attention, mais vous êtes en parfaite santé. C'est quand même la santé qui nous porte le plus loin possible. Oui, la clé, c'est que ces gens-là, elles mangent bien et elles bougent bien, tu l'as dit. Ça vient pas tout seul quand même. Oui. Si on résume un petit peu, on a parlé de plein de choses, et tu l'as sûrement mentionné, mais si tu devais nous donner le top 3 des erreurs les plus fréquentes que tu retrouves chez les gens de plus de 50 ans qui veulent perdre du poids, ce serait lesquelles? Le sommeil. On commence par le sommeil. Coucher trop tardif. Toujours se coucher avant minuit et avoir ses 8 heures de sommeil. L'activité physique et sportive, la muscu. Les gens n'en font pas assez. C'est catastrophique, On vit à une époque où la sédentarité explose. Donc plus on avance en âge, plus il faut se bouger. Et quand on est en période de retraite, c'est génial. On a tout le temps qu'il faut. Allez hop, au moins 1 heure par jour consacrée soit à la marche, soit à une activité sportive si on veut, mais il faut faire quelque chose. L'alimentation maintenant. La grosse erreur, c'est l'absence de légumes au repas. Et les grignotages sucrés sont vraiment... Et je dirais... 3e erreur que font beaucoup de gens quand même, c'est de suivre des régimes beaucoup trop sévères et de faire du jeûne intermittent. Je voudrais d'ailleurs revenir sur le jeûne intermittent, parce qu'il a la cote en ce moment. Jeûne intermittent, c'est le fait de sauter le petit-déj, de terminer son dîner donc à 20h, et de ne plus rien manger jusqu'au déjeuner à midi. Ce qui fait 16 heures de jeûne, en partant du principe qu'à partir du moment où on est à 16 heures, le gras va commencer à fondre pour livrer au corps humain les acides gras qui vont fournir du carburant au corps. Donc on se dit, ça va me permettre de maigrir. Je saute un repas et j'attaque par le déjeuner. Le problème, alors quand on est jeune et que on fait de la muscu à côté et qu'on aime bien manger des protéines, c'est pas grave. On va un peu maigrir et la masse musculaire va pas trop souffrir parce qu'on est jeune.
Et par contre, passé 50 ans, on a suffisamment insisté là-dessus, les muscles ils ont tendance à fondre. Si on se met à sauter un repas sur les 3, ça veut dire qu'on diminue ses chances de consommer suffisamment de protéines sur la journée et d'avoir encore plus de carences, donc de fatigue. Donc moi, je recommande pas le jeûne intermittent, je recommande pas de sauter le petit-déj le matin, passer la cinquantaine, parce que, ou alors, il faut être bien conseillé, parce que dans ce cas-là, on va rattraper le petit déjeuner sauté sur les repas suivants. Je m'explique. Un petit déjeuner, c'est l'occasion de prendre un laitage ou du fromage, donc on a nos protéines. Donc ça peut être du lait, yaourt, fromage blanc ou fromage, fruits et puis pain ou céréales. Bien. Si je saute mon petit déjeuner, bon, le fait d'avoir raté le pain et le céréales, on s'en fiche. Il y a un peu de pain au repas suivant, c'est pas grave. Le fait d'avoir raté un fruit, c'est pas grave, on le prendra l'après-midi. On en mangera peut-être 2, pour ajouter au fruit de l'après-midi celui du matin qu'on a sauté. Bon. Mais par contre, les protéines du matin, là, il va falloir les récupérer. Donc, il faut qu'au déjeuner, on ait une bonne portion de viande, de poisson ou d'œufs, avec légumes féculents, plus laitage, plus fruits. L'après-midi, en plus du fruit, il faut rajouter le laitage qu'on n'a pas pris le matin au petit déjeuner. Et le soir, on refait VPO, légumes plus, très peu de féculents, et de nouveau, laitage et fruits. VPO, viande, poisson, œuf? Viande, poisson, œuf. Donc, ça peut bien se passer, parce que au final, on a rattrapé le manque de protéines du fait du petit déjeuner sauté. Voilà. Ceci dit, à partir du moment où je dis qu'on le rattrape sur les autres repas, ça va pas faire un déficit calorique énorme. On s'est pas carencé, on a préservé ses muscles, mais faut pas attendre qu'avec le jeûne intermittent, on perde 4 kilos par mois. Mais très bien. Chacun doit faire ce qui lui plaît. Mais je mets en garde le jeûne intermittent à partir de 50 ans avec le risque de carence protéique et d'accélération de la fonte musculaire. Donc si on compense intelligemment, comme je viens de l'expliquer, pourquoi pas? Mais attention. C'est très clair. Si on termine avec 2 questions qu'on pose à tous nos invités, Laurence, d'après toi, quel est le conseil le plus sous-estimé pour améliorer sa santé? Le sommeil. Ah oui, je me doutais que tu allais dire ça. Le sommeil. C'est vrai. Voilà, je trouve que les médecins n'abordent absolument pas assez le sujet et que les gens sous-estiment la gravité du manque de sommeil. Donc pour moi, c'est la priorité. C'est pour ça que j'ai lancé la napsothérapie, parce que je tiens à remettre le sommeil en lumière. Et toi, dans ta vie, qu'est-ce que t'aimerais mettre en place pour améliorer ta santé, mais que finalement, t'arrives pas à concrétiser? Bon, écoute, sur le plan nutritionnel, c'est nickel. Bah oui, je suis une nutritionniste quand même, Bon, donc moi j'ai pas de problème, je ne saute jamais le petit déjeuner, je fais toujours un déjeuner complet, le dîner j'y tiens aussi. J'ai passé la cinquantaine, donc je veille à avoir un apport de protéines suffisant le soir au dîner, j'en suis tout à fait consciente, donc ça va. Je sais que j'ai pas de carence, je fais mon bilan sanguin tous les ans, je touche du bois, tout va bien. Bon, pourvu que ça continue. Maintenant, le sommeil, alors ça j'y tiens. Alors là, moi je suis une bonne dormeuse. 22h30, il y a plus personne. Donc hop, au lit, je fais mes 8 heures et le matin, je me lève en forme à 7 heures du matin. J'ai la pêche et franchement, j'ai la pêche toute la journée. Ça se voit. Merci. L'activité physique et le sport, alors moi je suis une marcheuse. Je suis pas une coureuse. Mais d'ailleurs, il vaut mieux bien marcher que mal courir, Donc moi je suis une marcheuse tonique, c'est-à-dire que le soir quand j'arrête de travailler parce que j'ai la chance de pas quitter l'hôpital trop tard, ou quand je fais mes activités d'enseignement, c'est moi qui maîtrise mon emploi du temps, et donc je sors tous les jours pour aller faire mon heure de marche. J'ai la chance d'habiter dans un quartier où il y a de la verdure, il y a de la forêt qui est pas très loin. Donc c'est parti, et hop, ça dépote. Alors, je fais un peu de fractionné, je cours un peu, mais je suis pas une semi-marathonienne ou un marathon. Non, je fais attention à mes articulations, je veille à bien faire, je bois avant, pendant, après, voilà. Donc je dirais que peut-être la seule chose qui me manque un petit peu et que je vais veiller à augmenter au fil du temps, c'est la musculation. Voilà. Il faudrait que j'augmente un peu mon activité de musculation. Bon, quand on te voit, je pense que ça donnera envie de suivre un petit peu tous tes conseils quand même. Ça a l'air d'être efficace pour garder la forme. Merci.
Je te remercie, c'était passionnant et t'as donné beaucoup de conseils très pratiques que les gens vont pouvoir utiliser. Donc un grand merci et je te dis à très vite, Laurence. Eh bien, à très vite et merci aussi pour toutes tes remarques tout à fait pertinentes parce qu'une bonne interview, c'est pas seulement un bon interviewé, c'est aussi un bon intervieweur. Merci, à bientôt, Laurence. À bientôt, Raphaël.